Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le vendredi 17 avril et à mes côtés aujourd'hui, Fabien Escalona. Bonjour Fabien. Bonjour. Quel est le programme de la deuxième partie? Eh bien, écoute, les guerres sont souvent des moments où on égalise les fortunes, où on réussit à obtenir plus de justice fiscale. Est-ce que une pandémie comme celle qu'on vit peut avoir le même effet? On va en parler avec l'économiste Anne-Laure Delatte qui vient de signer une tribune collective à ce sujet et qui s'exprime chez nous. Merci Fabien. Et dans la première partie d'À l'air libre, comme un apéritif de ton débat, nous allons parler du revenu minimum, le revenu de base. Faut-il créer un revenu de base désormais pour nous sortir de la crise économique? L'Espagne y songe, cette idée revient aujourd'hui, nous en parlerons avec nos invités. Avec Iban Raïs, nous parlerons de ces chefs parisiens, des cuistots parisiens étoilés, pour certains qui livrent des repas au personnel de l'assistance publique au hôpitaux de Paris. En pleine lutte contre le Covid, leur ration alimentaire n'était pas suffisante. Nous irons en Turquie aussi avec notre correspondant Nicolas Cheviron. Morgane Cadignan passera son traditionnel conf call du vendredi, cette fois avec un certain Emmanuel, président de la République française. Et on terminera, comme chaque jour, avec le tour du web des confinautes. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos infos, documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 23, c'est parti. Un revenu de base pour sortir de la crise économique et sociale créée par le Covid. L'Espagne, gouvernée par le Parti socialiste et la gauche radicale de Podemos, y réfléchit. Il y a des pétitions en Allemagne et même le pape François vient de s'y dire favorable. En France, des présidents de conseils départementaux socialistes viennent de relancer ce débat. Ils ont proposé dans une tribune parue dans le journal du dimanche un revenu de base universel dès 18 ans, dégressif en fonction des revenus, et d'un montant égal au seuil de pauvreté qui est à peu près autour de 1 000 € par mois en France. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, cette idée d'un revenu de base. On en avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle de 2017, c'était une proposition de Benoît Hamon, le candidat socialiste, un revenu universel d'existence. Beaucoup dans son parti n'étaient pas d'accord, c'était pas non plus la solution retenue par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. C'était le débat il y a quelques semaines, il y a quelques mois. La crise du Covid risque-t-elle de faire à ce point exploser la précarité qu'il y aura besoin à nouveau d'un revenu universel, d'un revenu de base? C'est la question qu'on va poser à nos invités qui sont là avec nous pour en discuter aujourd'hui. Nathalie Sarabezol, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente socialiste du Conseil départemental du Finistère. Daniel Zamora, économiste. Bonjour. Sociologue et spécialiste d'économie, en effet. Et donc, vous êtes avec nous en direct depuis Bruxelles. Et puis, Nicole Tequet, une des animatrices du mouvement français pour un revenu de base. Nathalie Sarabezol, vous êtes co-signataire donc, de cette tribune des présidents de département dans le journal du dimanche, appelant à la création d'un revenu universel d'existence. Pourquoi cette tribune en pleine épidémie de Covid? Et qu'est-ce qu'un revenu de base changerait aujourd'hui dans votre département du Finistère? Alors, les départements travaillent depuis maintenant quelques années à ce sujet du revenu de base, puisque ils sont par leurs compétences, nous sommes par nos compétences vraiment dans le quotidien de la vie des Françaises et des Français, et nous voudrions pouvoir être plus efficaces et surtout faire rebasculer les questions de solidarité dans le champ de l'investissement social plutôt que simplement dans du curatif qui, on le voit, atteint vite ses limites. Donc, nous avons imaginé un dispositif que nous avons proposé au gouvernement, qui permettrait à la fois de revenir sur des questions d'équité dans notre société, socialement, qui est scientifiquement crédible puisque nous avons fait des études et nous avons des propositions qui permettent d'avancer vers un dispositif qui peut se mettre en place, et puis qui est, nous pensons, vraiment soutenable financièrement. C'est vraiment pour nous l'occasion de remettre la question de la solidarité au cœur et la solidarité dans sa réciprocité, c'est-à-dire d'imaginer que si tous les membres d'une société ne peuvent pas y participer, c'est un manque de ressources pour la société et que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Donc un dispositif qui permettrait à la fois d'être facile d'accès, d'éviter du non-recours, parce que parfois on a l'impression que les dispositifs sociaux, on les met en place et puis on fait en sorte d'éviter que beaucoup puissent y adhérer. Donc là l'idée c'est que ce soit facile, automatique, que ça permette à chacun d'avoir au moins un revenu qui permette de vivre. Après, la hauteur du revenu,
il faudra l'envisager. Au départ, quand nous l'avons proposé, c'était le RSA, notre proposition, parce que pour commencer, il fallait aller là, mais nous savons aussi, et des études le montrent, que globalement, pour une vie sans sacrifice majeur, on va dire, c'est plutôt autour de 1 500 € par mois qu'il faut en France pour vivre sa vie. Donc, ce sont des sujets qui sont encore sur la table. Là, la proposition, c'est d'être au moins au-dessus du seuil de pauvreté. Nicole Tequet, votre mouvement, il plaide depuis longtemps pour le revenu de base. Alors, est-ce que cette crise du Covid, c'est quelque part une opportunité pour vous, ou l'occasion finalement de vous donner raison est-ce que vous vous dites maintenant, c'est le moment pour un revenu de base? Et à quoi il ressemblerait, ça? Alors, je dirais pas que c'est une opportunité, parce que le contexte actuel, dire que c'est une opportunité, ce serait indécent. Par contre, je pense qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui permet de mettre un peu en valeur les problématiques sous-jacentes au revenu de base. Notamment sur la question de notre système de protection sociale actuel, on voit bien qu'il existe de nombreux trous à notre filet de sécurité, et que finalement tout le monde n'est pas suffisamment bien protégé. Je prends par exemple l'exemple des livreurs de plateformes numériques. En temps de confinement, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu s'arrêter de travailler pour des activités qui n'étaient pas essentielles, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc l'idée du revenu de base, c'est aussi d'apporter une plus grande liberté de choix, le choix de pouvoir dire oui à un emploi, mais aussi de pouvoir dire non. Et en ça, c'est très important. L'autre élément aussi de réflexion sous-jacent au revenu de base, c'est la question de la valorisation des emplois. Nous, on a beaucoup questionné les bullshit jobs, ces emplois qui n'ont de sens ni pour la société ni pour les personnes elles-mêmes. L'expression de David Graeber, le sociologue David Graeber. Exactement, une proposition de l'anthropologue David Graeber. Mais aussi, on se rend compte de façon très évidente aujourd'hui que certains métiers qui sont aujourd'hui sous-payés sont les plus importants socialement. Donc il y a vraiment toute cette question de replacer un peu la valeur travail et de réfléchir véritablement au sens de certains emplois. Je poursuis ce tour de table. Daniel Zamora, vous, ce revenu de base, vous n'y croyez pas vraiment, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez écrit en 2017 un livre qui s'appelle « Contre l'allocation universelle ». C'est une critique de gauche du revenu de base, qui est de dire, vous dites même, c'est une aberration engendrée par le néolibéralisme dans notre imaginaire social. Donc ce sont des mots assez forts, clairement. Est-ce que cette crise a changé votre point de vue? Est-ce que vous avez changé de position? Alors, pas du tout, mais la première question, c'est qu'évidemment, être contre le revenu de base, ça veut pas dire être contre le fait que chacun ait un plancher de revenus garanti à chacun une vie digne. Ça, c'est évident que cette question ne se pose pas. La question, c'est les moyens qu'on envisage pour y parvenir. Et puis aussi l'imaginaire social, que d'une certaine façon, le revenu de base, qui maintenant, effectivement, est discuté un peu partout dans le monde, offre à la gauche. Et je pense que c'est un imaginaire qui est un peu pauvre. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les questions que pose cette crise, je pense, notamment, c'est la question des services publics, c'est de revenus à l'avant-plan de manière très très forte, c'est l'accès à des biens collectifs auxquels on peut tous bénéficier, que ce soit évidemment la santé, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'elle est sous une pression très très forte au niveau budgétaire, mais c'est aussi l'extension de l'accès à certains services collectifs, que ce soit des crèches, c'est une question fondamentale, que ce soit l'éducation, et tout ça, effectivement, a aussi un impact sur la pauvreté. Si vous dépensez moins d'argent parce que les crèches sont gratuites ou parce que la médecine de première ligne est gratuite, ça a aussi un impact sur le niveau de pauvreté. Et donc, il y a aussi deux bouts par lesquels voir cette question. Et évidemment, mon point de vue est de voir un peu plus l'aspect, le bout collectif que le bout individuel, qui est celui simplement du revenu. Qu'est-ce qu'elle change pour vous, cette crise, par rapport à cette question-là? Pourquoi, à votre avis, tout le monde en parle en ce moment? Et est-ce que vous dites, non, justement, c'est pas le bon bout, on ne prend pas les choses par le bon bout, parce que ce qu'il faudrait, par exemple, c'est, comme on propose aux États-Unis, un Green New Deal, une grande relance écologique, par exemple, plutôt prendre les choses de ce point de vue-là, qui serait la bonne solution pour la gauche, plutôt que en essayant de créer ce revenu, peut-être on voit bien dans les différentes propositions, c'est mettre ensemble peut-être certains minima sociaux, c'est souvent à ça que ressemble la proposition du revenu de base. En tout cas, c'est clair que je pense que les enjeux auxquels on fait face maintenant, que ce soit la crise écologique, que ce soit les enjeux maintenant sanitaires, ce sont des enjeux qui sont auxquels on peut difficilement répondre simplement en laissant faire le marché et en laissant faire l'offre et la demande, et puis on va un peu égaliser les revenus et spontanément
toutes ces questions, la question du division du travail, va se résoudre naturellement. Je pense que là, il faut à un moment donné une intervention forte de l'État, il faut des discussions collectives importantes pour décider où est-ce qu'on veut investir, quel type d'emploi on veut créer, parce que c'est pas simplement en redistribuant le revenu que des emplois plus utiles vont se créer spontanément. Ce sont des décisions collectives qui vont passer par une délibération publique. Et ça, c'est la réponse intéressante d'ailleurs qui s'est offerte à nous après la Seconde Guerre mondiale et qui a mené à la création de la sécurité sociale. Alors qu'il y avait déjà à ce moment-là des propositions de revenus de base, de revenus d'allocation universelle, mais on a privilégié des solutions beaucoup plus collectives. Aujourd'hui, et peut-être c'est l'ère du temps aussi, les réponses plus individuelles sont plus populaires. Voilà. Nathalie Sarabazol, est-ce que c'est une réponse individuelle que vous proposez? Alors non, le revenu de base, il s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. On n'est pas sur le revenu universel à la Friedman, c'est vraiment dans cette démarche collective. Ça peut fonctionner que si, en plus, nous avons des politiques fortes en termes d'éducation, de formation, d'accompagnement des familles. C'est très important. Et pour nous, il faut aussi inclure les plus jeunes qui, pour l'instant, sont exclus de tous ces dispositifs d'appui. Et à partir de 18 ans, nous le voyons évidemment dans le conseil départemental où nous nous occupons de la protection de l'enfance, il y a un nombre de jeunes qui, à 18 ans, se retrouvent un peu seuls et qu'il faut pouvoir accompagner également. Donc c'est vraiment un dispositif à plusieurs étages qui permet à la fois de jouer l'appui à la vie individuelle pour que chaque personne puisse en fait construire son projet avec ses propres ressources pour que ce soit stable, développer ces ressources-là, et puis qu'il y a vraiment un projet social d'ampleur, d'accompagnement social, d'accompagnement à l'éducation qui soit également présent. Et vous parliez tout à l'heure du Green New Deal, je pense que ça doit pouvoir s'inclure dans tout cela. Mais si nous attendons, je pense, à chaque fois d'avoir des réponses à tout avant d'avancer, on voit bien qu'on nous oppose le tout ou rien. Là, le projet, c'est d'avoir le revenu de base, de continuer à travailler globalement sur des réponses collectives et sociales beaucoup plus larges également, et puis d'avancer collectivement beaucoup plus avant. Là, la période de la crise fait, on le voit, que le gouvernement est certainement plus à même là d'ouvrir l'écoute à des propositions. Nous avons cette proposition depuis un moment, donc c'est l'occasion de le faire. Et je pense qu'il y a aussi une forte demande sociale qui arrive, on le ressent un petit peu partout, qui nous permettrait de la mettre en place de bonne façon, plutôt que de partir sur des bouts de propositions qui arriveraient comme ça et qui ne rempliraient pas leur office. Nicole Tequet. Oui, sur la question du revenu de base, effectivement, on voit un peu tous les cas de figure et c'est peut-être le problème de cette idée, c'est que tout dépend aussi du projet de société qui se cache derrière. Oui, parce qu'il y a des libéraux qui disent on n'a qu'à faire un revenu de base et comme ça on met un peu d'aide, toutes les aides sociales à l'intérieur et puis il n'y a plus d'État-providence, par exemple. C'est la proposition. Tout à fait. Donc vraiment, pour nous, c'est important aussi de préciser que c'est certes une mesure individuelle, mais qui s'inscrit dans un projet de société bien plus large, qui viennent renforcer les services publics, qui viennent renforcer la protection sociale et le droit du travail. Et typiquement, aux États-Unis, on a cet exemple-là justement de deux types de formes de revenus de base, pas exactement ça, mais avec Trump et ses chèques de 1 000 € envoyés dans le contexte de crise, un peu comme justement en solde de tout compte, débrouillez-vous avec ça. Par contre, si vous tombez malade derrière, c'est votre problème. Et à l'opposé, on a Alexandra Ocasio-Cortez et Bernie Sanders qui, eux, disaient il faut intégrer un revenu de base, mais dans un ensemble de mesures sociales plus larges. Il faut le penser dans son ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de penser l'après. Et c'est pour ça qu'au MFRB, nous, on défend vraiment l'idée d'un revenu de base qui vienne s'inscrire dans un ensemble de mesures qui viendraient favoriser une véritable transition écologique, économique et sociale. Il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus, peut-être Daniel Zamora, sur ces arguments qui sont offerts. On va pas rentrer dans des longs débats techniques, mais de fait, on peut toujours évidemment prôner les deux. La question, c'est qu'évidemment, il y a un budget qui n'est pas extensible à l'infini, et il y a des arbitrages qui vont être faits. Et donc, d'une manière ou d'une autre, effectivement, si on défend une allocation universelle généreuse, qui va nécessairement coûter un budget relativement élevé, ça veut dire évidemment que cet argent n'est pas utilisé pour autre chose. Et donc c'est un choix, à un moment donné, un choix politique où on décide de l'attribuer à l'allocation universelle plutôt qu'à faire des crèches gratuites. Et dans un monde idéal, on pourrait tout avoir, mais malheureusement, je pense que
des arbitrages vont se poser et ces arbitrages transcrivent des projets de société qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Sur les jeunes, juste une petite note sur les jeunes, et peut-être qu'on va discuter de ça par là-dessus, c'est la question du rapport au marché du travail, pour moi, est une des questions les plus importantes et les plus difficiles. C'est qu'à partir du moment où on cumule cette allocation universelle avec des emplois, il y a un risque qui est celui d'une prolifération, une extension de ces boulots, Uber, Deliveroo, etc., etc. Donc le problème n'est pas tellement... Votre crainte, c'est que ça encourage la précarité d'une certaine façon, dans un système néolibéral qui se confirmerait encore plus avec cette crise, par exemple. Si vous pouvez cumuler l'allocation universelle avec ce petit emploi, il y a une sorte d'incitant à ce que ces emplois continuent d'exister. Alors que la discussion qui me semble la plus importante, c'est est-ce que le statut de ces emplois, ce statut de pseudo-auto-entrepreneur devrait exister? Est-ce que le point, c'est que c'est un problème qu'ils n'aient pas de revenus pour l'instant, ou est-ce que c'est le fait qu'ils n'ont pas un statut de salarié qui pose problème? Et donc, encore une fois, il y a une sorte de bout différent qui est celui de l'existence même de ce statut qui, à mon sens, pose problème. Nathalie, vous êtes d'accord, Nicole? Ah oui, je suis totalement d'accord. Enfin, il y a un vrai problème avec le statut de ces faux travailleurs indépendants, mais qui sont dépendants économiquement, et c'est un problème qu'il faut régler par ailleurs. Après, ce que je trouve intéressant avec l'idée du revenu de base, c'est que justement sur ces problématiques-là, avec un vrai revenu de base suffisant, ça peut accroître le pouvoir de négociation et justement en faveur des employés qui auraient cette possibilité-là de dire, en fait, si les conditions de travail, elles ne conviennent pas, je peux aller voir ailleurs. Et donc là, c'est vraiment cette idée de pouvoir rééquilibrer le rapport de force à travers cette sécurité économique. Nathalie, Sarah Bezol, peut-être le mot de la fin. Oui, on voit que les choses ont changé dans la vie des habitants et des habitants de ce pays, plus largement, et qu'on évite dans un halo de pauvreté. En fait, la précarité crée un halo, on entre, on sort, ça crée beaucoup d'insécurité. Je pense que ça crée en conséquence de grandes difficultés pour la société pour vivre correctement. Il faut absolument continuer à s'intéresser à cette question de droit du travail, de droit des personnes. C'est vrai qu'on assiste à des reculs depuis quelques temps assez forts en termes de précarité, le retour de travail à la tâche, le fait de porter soi-même son emploi, etc., qui sont loin d'être des progrès. Il faut le travailler globalement, mais encore une fois, nous plaidons dans les départements pour que ce dispositif de revenu de base soit mis en place, sans évidemment nous empêcher de continuer à travailler sur le reste, puisque c'est un système global qu'il faut envisager évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. C'est l'amorce d'une discussion qui va probablement continuer dans les semaines, les mois, les années à venir, puisque on est parti, vu les chiffres qui tombent de tous les pays, sur une récession économique et une crise économique malheureusement massive. Donc merci beaucoup tous les trois d'avoir été là. Passez un bon week-end. Merci. Iban Raïs, bonjour. Salut Mathieu, ça va? Ça va très bien, merci. Journaliste pour Mediapart. Tu viens de publier cet article sur le site. Il s'affiche dans les hôpitaux parisiens. Des soignants se plaignent de ne pas être assez nourris. Évidemment, le titre est assez frappant. Tu t'es entretenu avec des infirmières, des aides-soignants, des internes, des médecins parisiens de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et le constat est sans appel, écris-tu, ils n'ont pas assez à manger. En fait, tu dis que seule la débrouille des personnels en ce moment leur permet de tenir, alors qu'ils font des journées très longues. Explique-nous. Ils font des journées très longues. En fait, c'est exactement ça. J'ai été alerté dès l'annonce du confinement par un jeune chef qui s'appelle Guillaume Sanchez. En fait, il a été assez choqué. Il recevait des dizaines de messages de soignants en détresse par jour. En fait, devant l'afflux de patients Covid, que tu connais, et le renforcement des équipes de réanimation dans tous les hôpitaux de la PHP, la PHP n'a tout simplement pas su s'adapter. Les cantines des hôpitaux parisiens ont été fermées pour respecter la distanciation entre les employés, mais aussi parce qu'il y a eu des problèmes d'absentéisme. Les employés avaient peur de venir et il n'y avait plus assez de collations du jour au lendemain pour toutes les équipes. Donc, ce chef Guillaume Sanchez, il a pris les devants. On va regarder à quoi ressemble une de ces matinées en ce moment. Regardez. Donc là, on est chez Nezo, donc mon restaurant. Les journées commencent toutes à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on commence par recevoir de la crème. Donc là, on a reçu de la crème fraîche, des œufs. On a reçu également des crèmes pour les mains des soignants, parce que le gel hydroalcoolique
leur explose les mains. Donc les marques ont joué le jeu. On reçoit aussi quotidiennement là du packaging de manière à pouvoir envoyer. Et après on cuisine. Écoutez, ça dépend des journées. On reçoit des produits de producteurs avec lesquels on cuisine. Et puis voilà. Alors, Iban, des soignants qui veulent de l'aide, qui ont besoin parfois même aussi de crème pour les mains parce que c'est un peu trop violent pour leurs mains avec tout le gel hydroalcoolique ou la nourriture. Ils font appel à des chefs comme ça et des chefs qui viennent les aider pour avoir de bonnes rations alimentaires. Qu'est-ce que ça nous dit? Et surtout, que dit la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris à propos de ces manques? Et ben, à propos de ces manques, c'est assez étrange parce que la communication de la PHP nie en bloc. Voilà, pour tout dire, elle reconnaît à demi-mot qu'il y a eu des changements dans les habitudes de restauration des personnels. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, la PHP a récupéré, c'est vraiment le mot, la générosité de certains chefs, dont Guillaume Sanchez, mais il y en a d'autres, et de certaines entreprises pour combler à ses propres manquements. Il y a même un médecin qui me disait que, en fait, ça va plus vite sur les réseaux sociaux et en mettant des hashtags pour avoir de l'aide et pour avoir de la nourriture qu'en alertant ses chefs. Donc, ça te dit un petit peu la teneur de la situation. Au début de la crise, la PHP est allée même jusqu'à limiter le nombre de repas livrés par les chefs aux hôpitaux pour officiellement ne pas gaspiller. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, la situation est nettement meilleure qu'il y a une quinzaine de jours, mais c'est seulement grâce à l'initiative des chefs et des cagnottes en ligne. Alors d'ailleurs, si vous êtes soignant et que vous n'avez pas assez à manger pendant les gardes, il y a 2 initiatives qui marchent très bien en ce moment. La première, c'est la résistance des chefs, qui est pilotée par Guillaume Sanchez. Et il y en a une deuxième qui vraiment fédère beaucoup de grands groupes comme Métro et d'autres distributeurs, qui s'appelle les chefs avec les soignants. Et j'y tiens, Mathieu, j'espère que tu vas aller voir. Il y a un compte à aller suivre sur Instagram en ce moment. Ça s'appelle la Blouse Verte. C'est une aide-soignante de l'hôpital de Lariboisière, l'hôpital parisien, qui publie son quotidien. Et allez voir en ce moment, c'est assez édifiant. On ira voir. Merci beaucoup, Iban, et à très vite. On peut donc te lire ce soir sur Mediapart et très bientôt, on l'espère. Et nous partons maintenant vers Istanbul, en Turquie. Bonjour, Nicolas Chevion. Oui, salut Mathieu. Bonjour Nicolas, correspondant de Mediapart en Turquie. Parlons donc de ton dernier article paru dans Mediapart, où tu nous apprends que face au Covid-19, la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan a décidé de libérer 90 000 prisonniers de droit commun, mais pas ces dissidents politiques ni les journalistes emprisonnés par le régime d'Erdogan. C'est tout de même assez sidérant. On va y revenir, mais j'imagine donc que si Erdogan veut libérer des dizaines de milliers de prisonniers comme ça, c'est que l'épidémie progresse en Turquie. Oui, elle progresse. Alors, la Turquie s'en sort pas trop mal pour l'instant, c'est-à-dire que la maladie s'est déclarée assez tardivement par rapport aux autres pays européens, en tout cas au moins officiellement. Le premier cas est apparu le 11 mars. Donc, depuis, on est arrivé aujourd'hui à 74 000 cas, 1640 morts. On peut dire que les hôpitaux ne sont pas encore débordés en Turquie. Il y a des masques pour tout le monde. L'État turc en propose même 5 par personne et par semaine gratuitement à tout citoyen de la population active qui en fait la demande. Mais à côté de ça, il y a quoi, chirurgicaux, FFP2, c'est quoi comme masque? Parce que c'est toujours intéressant de savoir que beaucoup de pays, à part la France, ont des masques quand même. Des masques chirurgicaux, en l'occurrence, ouais, les masques en papier, là, oui. D'accord. À côté de ça, il y a quand même des raisons de s'inquiéter, c'est-à-dire que la maladie progresse quand même très rapidement, et en partie, on peut le penser à cause de la politique menée par le gouvernement qui est un petit peu schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, on a Erdogan qui pousse pour que tout le monde continue de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confinement obligatoire pour les gens qui ont entre 20 et 65 ans. Erdogan l'a dit clairement, il faut que la machine économique continue de tourner. Et puis de l'autre côté, il y a des mesures très radicales, par contre, pour ceux qui ont moins de 20 ans, pour ceux qui ont plus de 65 ans, interdiction de sortir, sans exception, sans excuse, ou bien, par exemple, le week-end dernier, le gouvernement a décrété un confinement total, impératif pour tout le monde, pour tout le week-end, et a prévenu 2 heures avant, en fait, le début de la mise en application. C'était un brouhaha, des milliers de personnes qui se sont ruées sur les boulangeries, les supérettes pour aller acheter du pain en dernière minute et qui se sont entassées au mépris des risques de contamination. Voilà. Alors, à côté de ça, donc maintenant Pardon. Ouais, j'allais dire que donc le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est la question des prisons.
Parce que les prisons en Turquie, c'est quelque chose, hein, c'est 300 000 personnes, c'est le record d'Europe, hormis la Russie, en termes de nombre de prisonniers. C'est des prisons surpeuplées, avec un taux de surpopulation d'au moins 125%, des conditions de vie très difficiles à l'intérieur des établissements pénitentiaires, des conditions d'hygiène, de salubrité donc, déplorables. Donc tout ce qu'il faut pour que le coronavirus fasse un carton à l'intérieur. Sachant que de lundi, on a eu une déclaration officielle du ministère de la Justice pour nous dire qu'il y a déjà eu 3 morts dans les prisons, une vingtaine de prisonniers infectés, 80 personnels pénitentiaires. Donc le danger était là et du coup le Parlement a voté dans la nuit de lundi à mardi une loi qui permet effectivement la sortie de 90 000 prisonniers avec des aménagements de peine, qui permet cette sortie, des libérations conditionnelles, des assignations en résidence. Sauf que tout le monde n'est pas concerné, effectivement, et sont exclus du bénéfice de la loi les prisonniers politiques. Alors, on va le voir justement. Parmi ces prisonniers que Recep Tayyip Erdogan ne veut pas voir sortir, il y a Aydin Keser. Il est journaliste. Il a été emprisonné il y a quelques semaines. Il fait partie de la centaine et plus de journalistes emprisonnés en Turquie. Et on va voir, son épouse Oznur a lancé un appel via les réseaux sociaux. On regarde. Ben Aydın Keser'in eşi Öznur Keser. Eşim gazetecilik yaptığı için tutuklu. Gazetecilik suç değildir, suç olmamalıdır. Aydın'ı çok özledik. Bu koronavirüsten dolayı yaşamından endişe duyuyoruz. Aydın'ın ve diğer gazetecilerin derhal bırakılmasını istiyorum. Baba seni çok özledim. Nicolas, comment expliquer qu'Erdogan laisse sortir 90 000 prisonniers, mais pas des gens comme Keser, comme les journalistes et intellectuels qu'il a fait emprisonner pour leurs idées? Oui. C'est-à-dire que sont exclus de la loi tous les gens qui sont soit en cours de jugement, donc en détention provisoire, soit ont été condamnés pour des actes relevant de la loi antiterroriste. Donc là-dedans, ça veut dire des gulenistes, c'est-à-dire des gens qui sont accusés d'avoir soutenu la confrérie de Fethullah Gülen pendant la tentative de putsch de juillet 2016. On a des gens qui sont censés être proches du PKK, des rebelles kurdes. On a des activistes d'extrême gauche, on a quelques djihadistes. Et puis dans l'eau, donc, il y a effectivement plusieurs milliers pris dans les filets de la justice turque pour des écrits, pour des discours qui ne plaisaient pas au gouvernement. Mais eux aussi sont donc considérés comme des terroristes et les relâcher aujourd'hui, ça serait une façon de dire que finalement, ils n'auraient jamais dû être en prison. Donc c'est un aveu de culpabilité que le gouvernement turc ne peut pas se permettre. Et puis à côté de ça, je pense qu'il y a aussi quelques têtes de Turcs, si je peux me permettre, qui vont rester en prison parce qu'Erdogan ne veut pas qu'ils sortent. Qu'est-ce que ça nous dit du régime, à la fois ces cafouillages sur le confinement et cette mesure-là? Ça nous dit qu'on est quand même dans un régime de tendance autoritaire qui va prendre des mesures effectivement à la fois très fortes et pas forcément toujours très, très efficaces. C'est un petit peu ce qu'on a pu observer plusieurs fois. Donc, il va avoir tendance à taper là où il peut, mais pas toujours au bon endroit. Alors Nicolas, je voudrais bien qu'on parle de quelques-uns de ces prisonniers politiques emblématiques qui sont en prison, parce qu'on parle souvent d'eux comme un bloc, mais on ne les connaît pas forcément. Et justement, ces prisonniers politiques ou ces journalistes que Erdogan accuse souvent de terrorisme, hein, comme tu l'as dit, actionnant cette loi antiterroriste pour mettre en prison un petit peu qui il veut, ce sont en fait des élus de l'opposition, des activistes. Est-ce que tu peux nous dresser un ou deux portraits de ces opposants ou journalistes emprisonnés? Bien sûr, oui. Parmi les plus illustres, je peux vous parler par exemple de Selahattin Demirtas, donc, qui est un brillant politicien kurde, avocat de profession à l'origine, donc qui était à la tête du parti démocratique des peuples, le HDP, donc de tendance kurde et de gauche, qui a fait très peur à Erdogan en 2015 parce qu'il a réussi à faire en quelque sorte la jonction entre le mouvement kurde et la gauche turque. Et donc le résultat des courses, c'est qu'il a fini en prison à l'automne 2016, avec une accusation évidemment de collusion avec le PKK, avec la rébellion. Alors comment, il est évident qu'il n'a jamais porté les armes. Hein. Donc ça fait 3 ans et demi qu'il est en détention provisoire. Il a des problèmes cardiaques. Il a déjà été à l'infirmerie de sa prison pour des problèmes cardiaques, et pourtant il ne pourra pas sortir au bénéfice de cette réforme. Et sa femme a fait un appel sur les réseaux sociaux, je crois, justement pour qu'il soit libéré pendant cette crise du coronavirus.
Oui, c'est exact. Oui, oui, sa femme est très active sur les réseaux sociaux et tout le monde demande sa libération. Et d'ailleurs, il aurait déjà dû être libéré puisque la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné sa libération. Ça fait 3 ans et demi qu'il est en détention provisoire. Il n'a pas encore été jugé. C'est normalement totalement intolérable. Néanmoins, donc, il y a eu un tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on l'a libéré pour un chef d'accusation et puis on l'a remis en prison instantanément pour un autre. Et donc, il n'est pas prêt de voir le jour parce que le pouvoir ne le souhaite pas. Et parmi ces personnalités aussi, il y a, je crois, un homme d'affaires ou un financier, tu vas nous dire, désigné comme celui qui était derrière les manifestations antigouvernementales du parc Gezi à Istanbul en juin 2013. C'est ça, donc c'est Osman Kavala, donc c'est un mécène, un millionnaire, donc un héritier qui a bien tourné, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans le financement d'activités culturelles à travers toute la Turquie, notamment pour la promotion des cultures minoritaires. Alors c'est peut-être ça qu'on lui reproche. Et il sait beaucoup de arménien pour essayer de faire revivre ce patrimoine culturel et historique. Et effectivement, il a été mis en prison il y a 2 ans et demi de ça, sous l'accusation de tentative de renversement du gouvernement turc par la force à l'occasion de Gezi. Donc il serait censé être le commanditaire, l'argentier, l'instigateur du mouvement de protestation antigouvernementale de Gezi en juin 2013. Là encore, on peut voir l'absurdité de l'accusation, puisque Gezi est un mouvement totalement pacifique. Hein. Il y a eu certes quelques morts, mais du fait de la police. Et par contre, voilà, il est censé avoir tenté de renverser le gouvernement par la force. Il a été acquitté en février, l'accusation n'a pas tenu, et puis dès le lendemain, là encore, il a été réaccusé, mais cette fois-ci pour des faits d'espionnage. Voilà, donc le coronavirus qui permet à certains régimes, la Turquie n'est pas la seule, de réaffirmer leur caractère non démocratique ou autoritaire en ce moment. Merci beaucoup Nicolas Cheviron, correspondant de Mediapart à Istanbul. On va te lire vite évidemment dans Mediapart. Bon week-end à toi. À toi aussi, à bientôt Mathieu. À bientôt. Et on va retrouver immédiatement Morgane Cadignan et son conf call du vendredi. Cette semaine, elle appelle un correspondant particulier, un certain Emmanuel Macron. Je t'emmerde, toi aussi t'as vieilli. Hein. Ça n'a rien à voir avec le confinement. Mais non, mais touche pas à ça. Laisse-moi mon CD d'Yves Montand. Oh, qu'est-ce que ça peut te foutre? 3 petites notes de musique. Oh putain. Bah non, mais ça fait 3 fois. Oui, monsieur Macron, ça va? Allô? Je vous entends très mal. Emmanuel, vos AirPods sont pas connectés. Oui, il faut bien attendre que ça fasse tululute avant de parler, c'est pour ça. Ah bah oui, j'avais bien compris de moi-même qu'on annulait la soirée Faritas, oui, merci. Ah non, mais urgence pandémie, je comprends, mais vous avez réfléchi à ce que je vais faire de tous ces poivrons, moi? Ah bah penchez-vous sur le dossier en urgence un petit peu, hein, parce que moi j'ai pas de congèle. Alors? C'est compliqué, hein? Ah bah là, c'est plus un mandat, c'est une clé de bras, ouais. Franchement, c'est vous le président, hein, je vais pas faire la meuf, je vous l'avais dit, mais... Je vous l'avais dit, quoi. Si, je vous l'avais dit. À la dernière soirée, je vous ai parlé des hôpitaux, vous m'avez répondu. Quoi? Inch'Allah qui vivra verra. Ah bah on voit là. On voit bien. Oui, c'était con comme réponse, je suis d'accord. Puis si t'es sniper en 2020, c'était franchement pas utile. Le discours de lundi, non, ça allait. Ah si, par contre, attention à la terracotta, s'il vous plaît. Non, autant sur une vieille niçoise de 70 ans, j'aurais rien dit, mais là, c'était too much. Bon, et dites-moi, Emmanuel, après tout ça, faudra faire quelque chose pour les conditions dans les EHPAD aussi, hein, ça va pas du tout. Puis quand je dis faire quelque chose, c'est de l'argent, hein. Pas des tartes. Et si, les EHPAD, les espèces de grandes MJC carrées où il y a les vieux. Même que ça sent le gymnase et le baume du tigre. Moi, j'ai ma grand-mère là-bas, c'est l'enfer, hein. Ah bah, l'enfer, le vrai enfer, c'est Voldemort qui distribue les compotes, quoi. Moi, je croyais que la vieillesse, c'était de faire des courses de fauteuil roulant et de se toucher en regardant Laurent Romeshko. Ouais, exactement. Il y a un côté Laurent Delahousse du pauvre, je suis d'accord. Donc ça, plus les conditions dans les hôpitaux, plus les retraites, plus Benalla, ça comment... Non mais je sais bien que c'est pas que vous, mais enfin, vous avez quel âge? Mais non, je m'énerve pas, mais c'est juste que la coupe commence à être pleine, voilà. Pardon? Bon, pleine de merde a priori, Emmanuel, hein, pas pleine de Prosecco. Bon, et pour cette soirée Faritas, on dit le 12 mai, du coup? Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un double appel. C'est Angela. Bah, Merkel, pas Angela du Science ou Bacrou. Putain, il est con, lui aussi. Hello, bitch! Biggest! Oui, Emmanuel, excusez-moi, c'est bon, je suis là. Non, oui, tout va bien, c'est juste que c'est elle qui ramenait les sauces pour la soirée. Ah, bah oui. Une crise sanitaire et 80 kilos de guacamole à gérer, ça fait des bonnes semaines, ouais. C'est sûr. Et qui ça, pardon? Non, c'est mort, on n'invite pas Trump. Non, c'est mort.
Bah, fallait pas lui promettre. Mais parce qu'il sait pas boire, à chaque fois c'est pareil, c'est chiant. Entre lui et Poutine qui déclenche un génocide quelque part, à chaque fois qu'il paume au Time's Up, c'est bon. Ils sont chelous, vos potes aussi. T'es mort, pas Donald. Et comment ça, les gens l'ont applaudi à la soirée de Noël, mais pas du tout. Mais non, mais c'est juste que les gens crevaient la dalle, ils ont cru que c'était le carrot cake qui arrivait, c'est tout. En plus, c'est lui qui a tiré mon nom au Secret Santa à Cimer. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un fusil à pompe? J'habite même pas à côté d'une université au Texas, alors franchement... Quoi, comment ça? Bah bien sûr que j'ai fait mieux. Excusez-moi, Hidalgo, elle était très contente avec ma yaourtière. Bah au moins, quand on ira bouffer chez elle, on aura des desserts qui changent un peu. On pourra pas se garer, mais on aura des yaourts. La pandémie et ses conséquences sociales notamment vont-elles être l'occasion d'un nouveau contrat social, fiscal? C'est ce qu'appelle de ses voeux un collectif d'universitaires dans une tribune qui a été publiée par nos confrères du Monde. On va la voir s'afficher à l'écran. Parmi ces signatures, l'économiste Anne-Laure Delatte qui est avec nous aujourd'hui dans À l'air libre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez déjà accordé un entretien à mon camarade Romaric Gaudin dans Mediapart, que les abonnés peuvent retrouver sur notre site. Vous y défendez l'idée que le financement de nos services publics, et on pense évidemment à la santé en ce moment, mais pas seulement, le financement doit impliquer un effort supplémentaire fiscal de la part des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines et des multinationales, les grandes entreprises multinationales également. On va entrer dans le vif du sujet en écoutant la réponse indirecte que vous a faite le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a été interpellé sur la restauration de l'ISF, ce qu'on appelait l'impôt sur la fortune. C'était au JT de France 2 le 8 avril. On regarde. Parce que l'important, je l'ai dit, c'est de relancer la croissance demain, par le travail, par l'investissement, et que je ne pense pas qu'on relance la croissance avec de nouveaux impôts. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Par ailleurs, à titre de comparaison, l'ISF, c'était de l'ordre de 3 milliards d'euros. La garantie que nous apportons aux prêts pour les entreprises, c'est 300 milliards. Et les aides que nous apportons aujourd'hui, c'est 45 milliards qui vont augmenter beaucoup dans les semaines qui viennent, nous le savons, parce que le confinement dure, donc le soutien de l'État durera pour l'économie. Alors, Anne-Laure Delatte, on va décortiquer un peu cette réponse. Il y a un premier argument qui est de dire, mais au fond, ce n'est pas juste avec un petit taux supplémentaire sur les plus hauts revenus qu'on va être à la hauteur des enjeux et des montants massifs dont il est question dans cette crise. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, si on veut parler chiffres, il me semble que c'est assez simple. Notre dette sur PIB va augmenter. On ne sait pas encore exactement de combien. Disons qu'aujourd'hui, on est à 100% de PIB, c'est-à-dire qu'on doit une année de production. On prévoit entre 120 et 140% l'année prochaine. Donc, ça veut dire que, concrètement, si sur un PIB de 2500 milliards de dollars, ça veut dire que vous allez avoir entre 20 et 40%, c'est-à-dire entre 500 et 1000 milliards à rembourser en plus. Ça, c'est le stock. Si vous vous dites que vous avez besoin de le rembourser en une dizaine d'années, vous devez avoir des recettes d'environ 50 à 100 milliards de plus par an. Donc, vous devez augmenter vos recettes fiscales de 50 à 100 milliards d'euros par an. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver ? Nous, on a fait des simulations. En effet, on a proposé 3 nouveaux barèmes d'impôts qui existent. Donc, un impôt sur le patrimoine, comme vous le disiez, un impôt sur les hauts revenus et un impôt sur les multinationales. Et on a fait des simulations qui nous amènent à penser qu'on serait de l'ordre de 3-4% du PIB. Donc, on est, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les patrimoines, on serait capable d'avoir des recettes de 25 milliards d'euros. Sur les revenus, 25 milliards par an, et sur les multinationales, de l'ordre de 35 milliards. Donc en fait, on y est. On est dans les entre 50 et 100 milliards d'euros par an à rembourser, en plus de ce qu'on doit rembourser déjà chaque année. D'accord. Mais alors, le contre-argument qui est souvent avancé, notamment par les plus libéraux, c'est de dire que la France fait déjà partie des pays dont le taux de prélèvement obligatoire est très élevé. Alors, même si c'est socialement sélectif, est-ce que dans une période de choc comme on vit aujourd'hui, est-ce que c'est adapté d'alourdir la charge fiscale ?
Moi, il me semble que ça a été largement documenté depuis une dizaine d'années, notamment par les travaux de Thomas Piketty, que l'impôt n'est absolument pas progressif et que, en réalité, les hauts patrimoines et les hauts revenus ont un impôt proportionnellement moins important, moins important que les revenus inférieurs. Donc, en réalité, il faut bien comprendre que nous, ce qu'on souhaite, c'est un impôt sur des classes de revenus et de patrimoine et sur les multinationales qui, en réalité, ont eu, au contraire, une capacité à évader la fiscalité dans les 20 dernières années grâce à la concurrence fiscale et grâce à la circulation libre des capitaux. On n'est pas en train de parler d'une taxe supplémentaire sur les PME ou sur les entreprises intermédiaires. On est en train de parler, par exemple, pour les multinationales, on parle de 15% en plus d'impôts sur leurs profits. Pour rappel, les multinationales, elles payent en moyenne 12% d'impôts sur leurs profits, là où une entreprise française va payer au-dessus de 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité à évader la fiscalité beaucoup plus importante quand vous vous appelez Starbucks que quand vous êtes une petite entreprise française, voire une moyenne. Ouais, c'est vrai que les indépendants qui nous écoutent jugeront ça. Effectivement, quand il y a beaucoup de questions en ce moment des fameuses chaînes de valeur globales pour la production de matériel, mais ces chaînes de valeur qui sont sur plusieurs pays, elles permettent aussi ce que vous dites, c'est-à-dire cette forme d'évasion fiscale. Alors, il y a l'argument de la justice, ensuite il y a l'argument de l'efficacité. Là encore, on l'a vu dans l'extrait de Bruno Le Maire, il dit mais c'est pas le moment de le faire puisqu'il faut la croissance. Alors, c'est un objectif qu'on peut questionner par ailleurs, mais même dans ce cadre-là, même dans une optique de relance de l'activité, qu'est-ce que nous disent la théorie, l'histoire économique? Est-ce que vraiment, avec des taux d'impôt progressifs, on gêne la croissance? Non, alors, je pense qu'il faut déjà se dire qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui vous montrent que l'impôt tue la croissance. Au contraire, on peut au contraire penser que un transfert des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines vers le reste des Français serait même plutôt bon pour restaurer une demande qui va être affaiblie par le ralentissement de l'économie. Donc, il faut réfléchir en termes de transfert. Quand vous êtes un haut revenu ou un haut patrimoine, vous avez une propension à consommer qui est moindre, c'est-à-dire que vous épargnez beaucoup de votre revenu, parce que vous ne pouvez pas manger tout ce que vous gagnez, contrairement à un revenu, à un ménage à revenu moins important. Donc l'idée, c'est justement de faire circuler cet argent, de le faire circuler par les ménages, à travers les ménages, et de le faire circuler aussi au niveau production-offre entre les très grandes entreprises, les multinationales qui ont cette capacité à ne pas payer l'impôt ou à réduire leur taux d'imposition, vers ceux qui n'ont pas cette capacité, cette possibilité de mobilité des... Voilà, il me semble, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui va se passer? Avec une dette de 120 à 140% du PIB, croyez-moi, si aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, moi je ne donne pas 6 mois avant qu'il y ait une montée du stress, d'un stress financier sur les spreads. Vous savez, c'est la prime de risque que les pays payent quand elles vont emprunter. Alors l'Italie est bien plus affectée que nous, mais il se trouve qu'on peut être très vite confronté à des investisseurs qui vont se dire mais en fait les Français n'ont pas l'État français n'a pas la capacité à rembourser sa dette. Et là, ce qui peut se passer, c'est que les taux d'emprunt augmentent et vous avez un effet boule de neige, c'est-à-dire que vous devez emprunter de l'argent pour rembourser vos créanciers et il se trouve que vous payez de plus en plus cher. Ça coûte toujours plus cher, quoi. Alors, ouais, oui, donc juste pour finir, c'est que vous voulez rassurer vos investisseurs avec un espèce de plan de financement. En fait, vous leur dites, bon, écoutez, moi je vais avoir 500 milliards de plus à vous rembourser sur 10 ans. J'ai un plan de financement, j'ai la capacité de lever des impôts à hauteur de 50 milliards par an qui vont me permettre, avec ces flux-là, de rembourser ce stock dans 10 ans. Donc il me semble qu'au contraire, ça peut être au contraire un atout, si vous voulez, pour la croissance, pour qu'on ne soit pas grévé avec des coûts d'emprunt trop importants.
Ouais, je rebondis là-dessus parce que actuellement, ce que vous avez dit sur l'Italie, hein, c'est le fameux débat qu'on a eu sur les Corona Bonds ou les Eurobonds. On en a parlé dans une précédente émission. Il se trouve que pour l'instant, en l'absence de mécanismes de solidarité en Europe ou de capacité à lever l'impôt, ce qui est votre solution. Pour l'instant, c'est la Banque centrale qui part les choses un peu, elle part au plus pressé et elle contribue à ce que justement sur les marchés, ça se passe plutôt bien pour les États. Est-ce que ça ne suffira pas? Et il me semble que dans l'interview avec Romaric, vous développez un autre point qui est la question démocratique. C'est-à-dire que même si ça suffit, au fond, sur le plan démocratique, c'est moins satisfaisant que l'impôt. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point-là à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors, la Banque centrale européenne a en effet été, comme d'habitude, l'institution qui a eu la capacité à réagir le plus fortement et le plus rapidement possible, et c'est heureux, parce qu'on a vu à ce moment-là les spreads, c'est-à-dire la prime de risque de l'Italie baisser, toutes les primes de risque européennes baisser. Donc, elle est dans son rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle fournit de la liquidité. Point. Si vous demandez à une banque centrale de se substituer au trésor, c'est-à-dire d'émettre de l'argent, comme vraiment c'est une idée qui circule beaucoup en ce moment, la monnaie hélicoptère, le prêt perpétuel aux États, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez avec une caisse sans fond. Il y a probablement des conséquences économiques que je fais maintenant, c'est plutôt les conséquences sur le contrat social. En fait, vous échappez complètement au débat démocratique sur la distribution des coûts de sortie de crise. Qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale européenne, elle n'est pas élue, elle est complètement indépendante des États. Elle est à peine sous un contrôle parlementaire, enfin, elle n'est absolument pas sous un contrôle parlementaire d'ailleurs. Bon, donc, en transférant toute la capacité politique vers une institution qui n'est pas élue, en réalité, on se soustrait complètement au débat démocratique qui devrait être constitutif de nos choix collectifs. C'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer sur les transferts des hauts revenus au patrimoine vers les professions, les revenus plus bas, ça, c'est au cœur de notre contrat social. Il me semble que la crise nous a montré qu'il y a un hiatus entre l'utilité sociale et les revenus, par exemple. Qu'une infirmière, une caissière qui est en ligne de front aujourd'hui, elle est beaucoup moins payée qu'un trader, un banquier dont on ne dépend pas, notre vie ne dépend pas. Ce premier point. La crise, elle a montré qu'on n'avait pas assez de services publics, que les services publics qui auraient dû nous protéger étaient insuffisants. Si on doit prolonger le confinement, c'est aussi parce qu'on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de masques, enfin voilà, il y a plein de choses qui manquent. Tout ça, ça n'est pas à Francfort, à la Banque centrale européenne, qu'on va discuter de ça. Ça n'est absolument pas de l'ordre des compétences d'une banque centrale. La banque centrale, elle est là pour éteindre les incendies, et elle l'a bien fait. Mais si vous voulez, là doit s'arrêter sa fonction, parce que sinon on se prive d'un débat démocratique qui devrait être constitutif de nos choix collectifs. Oui, au fond, ce que vous dites, c'est que c'est effectivement une des rares institutions supranationales de l'Union européenne qui a une capacité d'action très rapide et efficace, mais qui n'a pas la légitimité démocratique pour discuter du contrat social, comme vous l'appelez dans cette tribune. Est-ce que ce contrat social, pour l'instant, là, dans vos propositions, vous en restez beaucoup à la fiscalité? Et tout à l'heure, vous venez de mentionner le fait qu'il y avait des écarts de salaire dantesques, alors que l'utilité sociale est contestable. Est-ce qu'il ne faut pas aller un cran plus loin dans ce nouveau contrat social et dire que la répartition primaire des revenus avant que joue la fiscalité, c'est aussi elle qui pose problème? Je crois qu'il y a plein de choses à aborder. Vous l'appelez comme vous voulez, le monde d'après ou autre chose, mais de toute façon, cette crise a remis pas mal de choses à sa place. Et il semble que nous, on s'attaque à la fiscalité parce que assez naturellement, c'est dans notre terrain de jeu, si vous voulez. C'est là-dessus qu'on travaille tous, ce collectif, à la fois sur la fiscalité et sur le manque de démocratie en Europe. Mais bien sûr qu'il y a pas mal de choses à reprendre.
Notre point à nous, c'est de dire il faut le faire maintenant, ce débat. Si on veut avoir un débat sur le contrat social qui inclut, comme vous le dites, pas seulement la fiscalité, mais les rémunérations, mais aussi comment est-ce qu'on fait une transition écologique, comment est-ce qu'on fait une croissance plus verte. Il y a plein de questions à se poser, mais ce débat, il faut le faire maintenant, en réalité. Il me semble qu'il ne faut pas attendre 6 mois ou 1 an quand on sera sous la pression des marchés et qu'on aura comme seul réflexe de l'austérité, c'est-à-dire une augmentation des impôts généralisés ou même concentrés sur des classes moyennes et une baisse des dépenses publiques. Le point aujourd'hui, c'est de se dire, tant que les gens sont encore à leur fenêtre, tant que la crise révèle ce hiatus d'utilité sociale et certaines absurdités de notre mode de croissance, c'est le moment de structurer ce débat. En tout cas, de le faire naître maintenant pour qu'il continue après et qu'on ne cède pas à l'énorme erreur qu'on a faite après la première crise européenne de mettre en place de l'austérité. Et c'est d'ailleurs un discours qu'on entend déjà dans le gouvernement qui nous dit qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir plus travailler. Vous voyez bien qu'en fait, on a 2 chemins possibles. On a le chemin d'essayer de rebâtir un contrat social plus juste, dont fait partie la fiscalité, mais vous avez raison, il y a plein d'autres choses à discuter. Et il y a la seconde voie qui est tout le contraire. Flexibilisons le marché du travail, réduisons les coûts du travail pour être le plus concurrentiel possible, réduisons les impôts pour dynamiser l'activité. Et si vous faites ça, eh bien là, vous allez encore davantage éroder les services publics et tout ce qui aurait dû nous protéger. Donc il me semble que c'est vraiment maintenant qu'il faut structurer un débat, une discussion pour faire face à cette seconde voie qui ne nous paraît pas souhaitable. Ouais. On a parlé de la crise 2008-2010, on parle de la crise actuelle qui permet de faire redémarrer ce débat. Vous avez évoqué des transferts tout à l'heure, des transferts de richesse. Au fond, c'est une dernière question plus politique. Est-ce que tous les chocs qu'on vit, et qui inclut la pandémie et ses conséquences économiques, elle ne vient pas nous rappeler à quel point les critiques de la mondialisation telle qu'elle se fait depuis les années 80 avaient quand même assez raison sur les inégalités abyssales qu'elle génère. Je dis ça parce que votre collectif, les signataires, vous n'êtes pas connus comme des gens qui évoluaient dans les milieux de la gauche radicale, quoi. Et pourtant, c'est des gens plutôt modérés, progressistes mais modérés, qui nous disent aujourd'hui, si je simplifie à outrance votre message, va falloir prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire concentrer chez les plus riches. Donc dans votre question, vous avez quid de la mondialisation et comment est-ce est-ce que c'est un discours progressif et modéré ou alors est-ce qu'on est dans l'ordre du radical? Alors quid de la mondialisation? Moi, il me semble que ce que ça révèle, c'est une dépendance importante aux importations de pays qui peuvent poser problème quand on est face à une crise. Donc effectivement, je pense que on peut penser qu'on va avoir une réorientation des chaînes de valeur vers du plus local, sans parler de local régional, pour des grandes entreprises, des grosses industries manufacturières, ça ne va pas se passer au niveau du local. Le commerce international, mais disons qu'on peut avoir une réduction des chaînes de valeur. Ça, moi, je pense qu'on va avoir ça. Du côté de la circulation des capitaux, je ne serais pas étonnée qu'on voit quelques règles de restriction de circulation des capitaux émerger bientôt, parce qu'à un moment, si vous voulez garder la fiscalité à l'intérieur, eh bien, il va falloir probablement mettre quelques règles là-dessus, quelques contrôles de capitaux, donc je ne serais pas étonnée. Malheureusement, restriction de mobilité des personnes, ça, c'est évidemment flagrant aujourd'hui. C'est déjà le cas, et ce qui est dramatique, c'est qu'en Europe, vous n'êtes pas un citoyen européen, en fait. Ce qu'on réalise, c'est qu'on est un citoyen français ou un citoyen allemand, mais on n'est pas un citoyen européen, donc ça, il me semble que ça n'est pas très heureux, et il faudra réfléchir à comment est-ce qu'on revient là-dessus le plus rapidement possible. Voilà. Alors, est-ce que c'est un discours radical ou est-ce que c'est un discours progressiste? Écoutez, d'abord, c'est un discours, c'est une réflexion qui se mène au niveau international.
vous avez des gens qu'on connaît bien, hein, Gabriel Zucman, 16, qui ont proposé des plateformes aux candidats démocrates qui incluaient une taxe sur le patrimoine, la fameuse wealth tax. Bon, Warren et Sanders sont probablement des radicaux aux yeux des Américains, mais pour nous, ça ne sont pas des... ils s'apparentent plutôt à de la social-démocratie en Europe, il me semble. C'est une question qui a été posée par les Italiens du Parti démocrate italien la semaine dernière. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en place un impôt sur le patrimoine? Donc il ne me semble pas, si ce qu'on appelle radical, il ne me semble pas que ça soit une question radicale, en tout cas à la marge des débats, dans le sens où vous allez avoir, tous les pays vont avoir besoin d'une marge fiscale, d'une marge de manœuvre budgétaire. Où est-ce qu'on trouve les recettes? On peut les trouver dans la TVA, hein. On peut les trouver dans des impôts extrêmement régressifs. Donc c'est là maintenant qu'il faut structurer le débat et être extrêmement attentif aux tentatives d'impôts régressifs et de flexibilité du marché du travail. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, je renvoie à votre tribune et puis surtout à votre entretien pour ceux qui veulent approfondir la question avec Romaric. C'est sur le site en accès abonné. Et pour la fin de cette émission, je vous invite, pour celles et ceux qui nous regardent, à prendre des nouvelles de nos amis confinautes, Usul et Cotentin. Tu m'entends ? Ouais, t'as vu que France Inter, ils faisaient comme nous, là? De quoi? Bah, ils font un article tous les jours sur le confinement vu du web. Mais là, ça fait 10 jours qu'ils ont arrêté. En même temps, ça fait 10 jours qu'on se fait chier et plus grand chose de nouveau à raconter, là. Ouais, puis peut-être que ça fait 10 jours que les créatifs, ils ont plus de weed, du coup, ils ont plus d'idées non plus. Ah, bah voilà, ça c'est un sujet d'épisode. Alors les jeunes, on a du mal à trouver du cannabis à usage récréatif, là ça y est, y a plus de chichon, c'est la hesse. Ah, c'est sûr que c'est chiant le sevrage, hein. Et puis Dubbing Corporation, c'est nul quand on est net. D'ailleurs, ils se font tellement chier que même eux, ils se sont mis à bosser. C'est une vidéo du confinement qui date du 8 avril, ça. Pas besoin de gants pour que la musique te touche. Et oui, le confinement, c'est pas seulement le retour des dauphins dans les rues de Paris, c'est aussi ça. Oui, bonjour. Bonjour Younes, vous avez profité du confinement pour arrêter de fumer? En fait, j'ai été obligé, ouais. Eh ben voilà. La pénurie de drogue et la pénurie de cannabis, ça a l'air d'être un sujet léger. En tout cas, chez Bourdin, ça les fait marrer. Les coins pour acheter le cannabis, ben, ils ont tous fermé. Donc j'y suis allé une fois, 2 fois, j'ai arrêté. Voilà. Ouais, voilà. Et plus de cannabis. Non mais on dirait une classe de 5ème quand la prof de SVT, elle a dit pénis. Pénis. Vous souriez. Ben mais oui, il est vrai que les points de vente de cannabis ou d'autres produits illicites, eh ben ils sont morts. C'est pas exactement vrai puisqu'on a appris dans Le Monde et dans Mediapart que certains points de vente restaient malgré tout ouverts. Bah ouais, les dealers ils sont à la pointe de la Startup Nation, hein. Ils s'adaptent, ils modifient leurs horaires, ils livrent à domicile. Ouais, il y en a même qui se déguisent en livreur de pizza. Ah, il fait ça le tien? Non, je l'ai lu dans Le Monde. C'est quoi ces insinuations? Ce vidéaste-là, par exemple, il fumait entre 6 et 15 joints par jour. Bah figurez-vous qu'avec le confinement, il a arrêté le cannabis. Une semaine déjà que j'ai arrêté. J'avoue que le confinement ça aide, mais ça peut aussi vous aider, si vous aussi vous êtes dans le même cas que moi. Et franchement, j'ai jamais été autant productif que pendant cette semaine. On est content pour lui, hein, mais faut préciser que le sevrage de cannabis, c'est pas simple pour tout le monde. Il y en a que ça rend irritable, par exemple. Je suis pas irritable, je suis stressé et anxieux. Enfin, je parle pas de moi, hein, je l'ai lu dans Le Monde, ça. On estime qu'en France, il y aurait près d'1,5 million de consommateurs quotidiens qui régulent avec le cannabis leurs humeurs ou leur sommeil. D'ailleurs, en cette période particulière, c'est pas ce qui manque, l'anxiété et les insomnies. Puis moi, j'ai décidé de gérer mon stress en fumant du cannabis. Bon, au Québec, c'est légal, c'est encadré, et en effet, avant le confinement, les ventes ont explosé. Pareil aux Pays-Bas, au départ, ils voulaient fermer les coffee shops, mais finalement, ils ont décidé de maintenir les ventes à emporter. Exception culturelle oblige, nous, on a laissé ouvert les cavistes, et on enchaîne les apéros Zoom. Cécile fait partie des cavistes qui n'ont pas été contraints de baisser le rideau à cause du coronavirus. Une cave à vin est considérée comme un commerce alimentaire. Commerce alimentaire, non mais l'hypocrisie.
Ouais, c'est aussi une façon d'admettre qu'on est un pays d'alcooliques, mais sans le dire. Alors qu'on est aussi un pays de foncés, je suis désolé, on est parmi les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Donc là, avec le confinement, les prix ont augmenté, certains dealers ne répondent plus et les consommateurs se retrouvent parfois en sevrage contraint. Certains se tournent vers l'alcool par exemple, donc ça va faire des dégâts. Ensuite, oui, la consommation d'alcool elle va augmenter, c'est sûr. Tant que les boutiques sont ouvertes, je pense, parce qu'il faut un palliatif de toute façon quand on est fumeur comme moi depuis plus que 37 ans. D'autres, par contre, avaient fait des stocks et se retrouvent donc coincés chez eux avec rien à faire et plein de cannabis, donc du coup leur consommation augmente. Ouais, puis moi je suis pas Michel Simès, mais je pense que trop fumer, c'est pas bon pour la santé. Et la pénurie due entre autres à la fermeture des frontières va poser de gros problèmes de thunes aux 200 000 personnes qui vivent de ce commerce et qui ne pourront pas piocher dans les 4 milliards du fonds d'aide pour les startups. Eh oui, car contrairement aux créateurs de bar à yaourt et de trottinettes en libre service, les dealers c'est pas des entrepreneurs respectables. Eh oui, l'épidémie fait ressortir tout un tas de problèmes qu'on avait laissé sous le tapis depuis des années, et d'ailleurs, tiens, nous on n'en avait jamais parlé dans Ouvrez les guillemets du cannabis. C'est parce qu'on n'y connaît rien aussi. Ah oui, ah bah non, nous on est comme les Français, nous c'est pinard et antidépresseur. Avant de se quitter, on souhaite bien sûr bon courage à tous ceux qui galèrent avec leurs addictions, quelles qu'elles soient, et puis bon courage aussi à tous les acteurs et les actrices de l'économie souterraine, voilà, qui sont plus précarisés que jamais. Peut-être pas bon courage à tous les acteurs de l'économie souterraine, moi les proxénètes et les trafiquants d'organes, c'est pas trop mon truc. Ah oui, non, non, pas tous du coup, oui. Merci Usul et Cotentin, les Confinotes. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Fabien, bon week-end. Merci, bon week-end. Merci aussi à Khadija Zerouali qui m'a aidé à préparer cette émission. N'hésitez pas à nous écrire à alairlibre@mediapart.fr, à vous abonner. Vous savez que Mediapart ne vit que de ses abonnements. Et on va se quitter avec ces mots du chanteur Christophe, l'immense chanteur d'Aline et des Paradis Perdus, décédé la nuit dernière à 74 ans. Quelques mots dans la chanson Les mots bleus, j'ai trouvé qu'ils résonnaient un petit peu avec notre présent. Que nous dit Christophe dans cette chanson ? Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. En attendant donc de nous rencontrer à nouveau, prenez soin de vous, ne lâchez rien et bon week-end.